Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. 13 heures, voici les titres de ce journal. Le président Macky Sall a reçu en audience hier les étudiants de l'UGB qui ont perdu 2 des leurs lors des récentes manifestations. Sensible à leur cause, le chef de l'État a indiqué prendre toutes les préoccupations pédagogiques et sociales. 13e conférence des ministres de l'OMC à Abu Dhabi. Les négociations priorisent l'agriculture, la pêche et l'économie numérique. Le Sénégal est un acteur majeur de ces négociations commerciales à l'OMC. C'est une vieille doléance qui vient d'être satisfaite par le président Macky Sall. Il s'agit de la réhabilitation de la gare de Thiès et la reprise du transport ferroviaire. 2 événements salués par les habitants de la cité du Rail. Et ce matin, découverte d'enjeux inédits, c'est la course des pigeons. Plus de 1000 à la conquête du trône. Ils partiront de Bakel pour se poser à Dakar. Le championnat de colombophilie est une véritable attraction. Le chef de l'État a reçu hier après-midi la coordination des étudiants de Saint-Louis, comme vous le voyez sur ces images. Voilà, dès le début de l'audience, le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, a fait observer 1 minute de silence en la mémoire des étudiants. Alpha Yoro Tonkara et Prosper Senghor, décédés récemment lors des manifestations à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les échanges avec le chef de l'État ont permis de trouver une convergence de vues sur la nécessité d'éviter la violence pour apaiser l'espace universitaire et prendre en charge toutes les préoccupations pédagogiques et sociales qui se posent au sein de l'université Gaston Berger. Très attristé, le président Macky Sall a encore présenté ses condoléances et a décidé d'accompagner les familles des victimes pour les soutenir dans ces épreuves. Le dialogue national s'achève sur une note d'espoir débouchant sur des propositions concrètes afin de résoudre la crise politique. Parmi elles, la fixation de la présidentielle au 2 juin, une ouverture partielle des candidatures et des directives claires pour la période de transition sous la houlette du président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Nous suivons les explications de Salusek. Au 2e jour du dialogue national, les 2 commissions mises en place ont échangé sur 2 points. La date de l'élection présidentielle avec l'ouverture partielle des candidatures et la gestion de la transition après le 2 avril. Des échanges à huis clos qui ont permis de proposer des pistes de solutions. Il y a eu des échanges et finalement, la date qui a été retenue en tenant compte des différents événements qui jalonnent la période du processus. On a parlé quand même du carême de la communauté chrétienne, le ramadan pour les musulmans et juste quelque temps après la tabaski. Donc en tenant compte quand même comme point limite l'hivernage également. C'était même par le doute et décembre, n'oubliez pas. Et finalement, je crois qu'après différents échanges, on a eu à retenir la date du 2 juin. Pour la vacance du pouvoir après le 2 avril, des propositions ont été faites par les participants au dialogue national. Tout le monde a dit que vraiment nous devons tous réfléchir pour qu'il n'y ait point d'instabilité au Sénégal. Et nous ne devons pas aussi rester là et regarder le pays aller vers l'aventure. C'est pourquoi nous nous sommes dit que la gestion de l'après-2 est essentielle pour nous. Il faudrait bien qu'il n'y ait pas un vide institutionnel au Sénégal. C'est pourquoi la plupart ont pensé que l'article 36.2 de la Constitution devrait être appliqué, que le président qui est en place puisse gérer la période de transition ou bien la période d'intérim entre le 2 avril et l'installation du prochain président, pour qu'il n'y ait aucun vide. Alors là, on ne veut pas aller à l'aventure. Et nous pensons quand même que la stabilité du Sénégal en vaut la peine. D'autres ont proposé l'idée, s'il y a difficulté d'interprétation, de saisir le Conseil constitutionnel, de lui donner la primauté, parce que c'est lui l'interprète officiel et autorisé, sans possibilité de recours de la Constitution. S'il donne une lecture donnée des articles combinés en disant c'est ça, sa décision s'applique erga omnes. Donc, n'est susceptible d'aucun recours et s'applique à tout le monde, autorité administrative, politique et juridictionnelle. Le maintien des candidats retenus par le Conseil constitutionnel et l'ouverture partielle des candidatures ont été également proposés et le rapport sera soumis au chef de l'État.
Direction Abu Dhabi où la 13e conférence des ministres du commerce entre dans une phase intense avec des négociations clés. Les représentants des 164 pays de l'OMC, y compris la délégation sénégalaise, se réunissent donc pour tracer les contours de l'avenir commercial du monde, priorisant les secteurs de la pêche, de l'agriculture et du numérique. Envoyé spéciaux Pape Sidiga et Kaltom Gueye. Un des sujets qui cristallise l'attention dans cette conférence, les négociations sectorielles. Sur la table, les dossiers de deux secteurs clés de l'économie mondiale, la pêche et l'agriculture. C'est l'occasion pour les peuples de revoir les accords, mais surtout de trouver des compromis. Quant à l'économie maritime, plusieurs branches sont concernées. Il y a des disciplines qui sont en discussion. Donc, comme je l'ai dit, c'est les subventions qui contribuent à la surpêche et la surcapacité. Donc c'est des subventions que les membres essayent d'interdire. Et le Sénégal donc, est un membre actif de ces négociations-là parce qu'il compte beaucoup sur l'interdiction de ces subventions pour protéger donc, ces ressources halieutiques. Il y a aussi la question des zones de pêche. Nous avons les 12 000 marins qui sont la distance sur laquelle notre pêche artisanale est plus dynamique. Mais au-delà de ces 12 000 marins, jusqu'aux 200 000 marins qui représentent notre zone économique exclusive, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc sur tous ces sujets, les pays les moins avancés, les pays en développement, mais aussi les pays africains ont développé un certain nombre d'arguments pour demander à ce que la pêche artisanale soit sauvegardée et qu'on le sorte du champ de ces négociations. Et pour l'agriculture, un secteur qui a une importance capitale dans les pays en développement, ces négociations ne datent pas d'aujourd'hui. Elles ont été entamées depuis 2000 et le Sénégal a une position claire. Parmi les pays qui sont membres de ce qu'on appelle les PEDIN, pas des pays développés, mais qui sont importateurs nets de produits agricoles, ces pays souhaitent que la disposition qui est proposée actuellement, d'étendre, n'est-ce pas, les mesures de soutien. Donc, ce sont des faits qui prouvent que de plus en plus au niveau de l'OMC, on doit revoir ces règles pour gommer les asymétries entre acteurs. D'où l'importance de ces négociations qui, à travers des décisions unanimes, peuvent maintenir cet équilibre. Pour la pêche, l'espoir d'une signature est permis. Quant à l'agriculture, les négociations peuvent se poursuivre jusqu'à la CM14, prévue au Cameroun en 2026. Sous le signe de la transparence, la Commission nationale de gouvernance a organisé hier matin une session d'information mettant en lumière les défis et avancées dans le secteur minier de la gouvernance nationale, inclus dans les principes de transparence et d'efficacité dictés par le NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Lamine Touré. Une assemblée générale sous forme d'évaluation de ses activités de terrain, la Commission nationale de gouvernance a travaillé sur deux missions essentielles dont les rapports ont fait l'objet de présentations. C'est le Sénégal qui s'est porté volontaire pour une évaluation de son secteur minier. Une délégation s'est rendue à l'intérieur du pays, bien entendu après un atelier de lancement. Le rapport est disponible. Il y a eu aussi la deuxième partie ou la deuxième étape, si vous voulez, de ce que l'on appelle le rapport national sur la gouvernance. Là aussi, il était question d'évaluer la gouvernance au Sénégal sur tous les plans, c'est-à-dire sur tous les secteurs. Secteur privé, secteur de l'administration, secteur parapublic privé. La Commission nationale de gouvernance découle du mécanisme africain d'évaluation par les pairs dans le cadre du NEPAD. La démocratie, la gouvernance politique, économique et même dans l'entreprise font partie de son plan d'action. La Commission nationale de la gouvernance, c'est la synthèse de ce qu'on appelle les trois pôles de notre République. Vous avez l'administration qui est représentée, le secteur privé, vous avez aussi la société civile qui est représentée. Au départ, la commission était composée de 80 membres, mais il y avait un problème d'efficacité qui se posait. Là, maintenant, c'est à moitié, c'est-à-dire que nous sommes à 40 membres. Comment nous nous ouvrons aux autres secteurs? Par le canal des points focaux qu'il y a dans les différents ministères. Si une question concerne, par exemple, le ministère de la Justice, il y a le point focal qui est au niveau du ministère de la Justice. Au niveau dans notre ministère, vous avez des points focaux. Lors du lancement, par exemple, du rapport national de la gouvernance,
la réunion a été élargie à tous les points focaux, à savoir les ministères. Au lieu qu'on invite les ministres directement, ce sont les points focaux qui sont invités et qui sont permis d'être nos relais et les relais de la direction de l'évaluation de politique de bonne gouvernance. Une approche dynamique et inclusive qui a fait du Sénégal un modèle de bonne gouvernance en matière de développement économique, une satisfaction exprimée par le ministère de la Justice, autorité de tutelle de la CNG. Au cours de l'année 2023, nous avons reçu une délégation namibienne qui est venue s'inspirer de l'expérience du Sénégal. Parce que la Namibie a constaté que le Sénégal a fait un effort très important dans le domaine de l'évaluation. Je pense que le président Diouf le disait tout à l'heure, qu'en matière de transparence, le Sénégal est un bon élève. Dans le cadre de l'ITIE, on est premier, mais aussi dans le cadre du MAEP, on fait partie des meilleurs élèves. C'est pourquoi aujourd'hui, le Sénégal est considéré comme une référence en matière de bonne gouvernance. Depuis juin 2023, une nouvelle équipe mène aux destinées de la Commission nationale de gouvernance. Elle s'inscrit dans la continuité en rapport avec la vision politique des pays qui ont en partage le NEPAD. Voilà, donc c'était la réunion du NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement économique de l'Afrique. Dans un instant, mesdames et messieurs, nous en venons à la partie consacrée aux régions dans ce journal. Et direction tout de suite, nous allons prendre le train pour aller dans la capitale du rail avec la cérémonie de réception de la nouvelle gare qui a été réhabilitée par le président Macky Sall, mais également la reprise du trafic ferroviaire Dakar-Thiès. Il faut dire que les populations de Thiès ont applaudi et remercié le chef de l'État. Il faut dire que c'est une vieille doléance qui vient donc d'être satisfaite. Fatima Tabanelba. Le sifflement du train du baume au cœur des Thiessois qui réveille en chaque fils de Thiès des souvenirs enfouis, rappelant la période faste et glorieuse du trafic Dakar-Bamako. Avec la gare réhabilitée et la reprise effective du trafic ferroviaire, Thiès, la ville aux deux gares, sera bientôt connectée à Dakar, la capitale. Un voyage en train jusqu'à Diamniadio pour poursuivre avec le TER. Ce jour est un grand jour, car il marque la connexion ferroviaire permanente entre le département de Thiès, Dakar, la capitale, via la gare emblématique de Diamniadio. Quel bonheur pour les Thiessois que nous sommes de revenir le hub ferroviaire que nous avons toujours été. Cette reprise effective du trafic ferroviaire est possible grâce à une collaboration fructueuse entre CFS, GTS et Senter. Une collaboration qui a permis l'atteinte de tous les objectifs visés. Sans le chemin de fer, le monde n'aurait pas atteint son niveau actuel de croissance économique. Le chemin de fer est un outil d'équité territoriale qui facilite la croissance économique inclusive. Et aucun pays ne peut connaître un développement harmonieux sans un réseau ferroviaire performant. Conformément au plan Sénégal émergent, l'État multiplie depuis 2012 les efforts pour la renaissance des chemins de fer, incontestablement indispensable pour résoudre en partie ces problématiques et asseoir ainsi un développement socio-économique durable pour le pays. Le train fera désormais la navette Thiès-Dakar-Thiès, des navettes quotidiennes qui coûteront 1 500 francs CFA pour la première classe climatisée et 1 000 francs CFA pour la deuxième classe ventilée. Les trains qui vont faire la rotation Thiès-Diamniadio, Diamniadio-Thiès sont de type réversible. Les rames réversibles de GTS sur cet axe sont dotées de 2 têtes comme les rames du TR. Elles sont équipées de moteurs diesel pendant que leurs jumelles du TR sont dotées de moteurs électriques. Désormais, il faudra juste moins de 2 heures pour partir du cœur de ville de Thiès et arriver au centre-ville de Dakar avec une rotation de 10 trains par jour à raison de 5 allées, 5 retours. La relance du trafic ferroviaire ouvre de belles perspectives dans le transport de masse. Au-delà de faire de Thiès un hub ferroviaire, elle permet de reconnecter Dakar aux autres villes du Sénégal et fera de la capitale du rail le fleuron de l'industrie ferroviaire. Aux populations, il est seulement demandé de s'approprier ce symbole de renaissance.
Voilà donc le train qui siffle désormais entre Thiès et Diamniadio, la capitale du rail. Direction Matam avec la réception d'une vingtaine de mini-forages. Ces infrastructures offertes aux populations par la fondation Thierno Wole Ndiaye viennent renforcer les réalisations de l'État du Sénégal en matière d'accès à l'eau potable. Bachir Ba. En une seule matinée, Ourossogui a réceptionné 3 mini-forages. Les habitants des quartiers de Aïnoumadi, Winde et Darou Salam peuvent jubiler. Nous sommes délivrés de la saleté, de la soif et de la fatigue. Pendant la saison sèche, on devait aller à la recherche de l'eau alors qu'on est au mois de Ramadan. Nous sommes vraiment contentes. Il était impossible de dormir car nous pensions à l'eau. Dieu merci de se réveiller le matin et de réceptionner ce mini-forage. Les clés des forages ont été remises aux autorités de la commune. Le bienfaiteur a offert près d'une 60aine de ces mini-forages à différentes localités du Fouta. Département Kanel et département Matam. Les mini-forages destinés au département de Kanel et Matam sont achevés. Nous sommes venus pour l'inauguration. Sintou Garba en fait partie. Ces femmes avaient perdu le sommeil à force de penser à l'eau. Ici, le problème était double. Nous allions rechercher de l'eau à 2 heures ou à 3 heures. Dieu merci, nous sommes contentes. La nuit, nous pouvons veiller sur nos petits-fils. Ce qu'il a fait, c'est vraiment acte noble. Les femmes de Sintou Garba, ils sont tous satisfaits, ils sont tous contents. Parce que ici, on avait des problèmes de l'eau. Donc si on avait de l'eau, c'est la vie. Et les femmes de Sintou Garba, je pense que les 90% des problèmes de l'eau, c'est résolu. On nous a dit qu'il y avait non seulement un problème d'eau, mais aussi un problème d'eau douce. La fondation Thierno Wole Ndiaye compte renforcer ses actions. 50 autres mini-forages seront réalisés dans les localités de Matam, Podor, Bakel et même sur la rive droite. Abdoulaye Wole a offert 50 autres mini-forages. Nous sommes en train de réceptionner les demandes et nous devrons faire le tri. Ceux qui sont dans le besoin sont prioritaires. L'eau de qualité, les populations en demandent toujours plus dans cette zone d'agriculture et d'élevage. Ces infrastructures, ajoutées aux réalisations de l'État, vont sensiblement améliorer les conditions de vie des populations. Voilà donc de l'eau qui coule à flot dans les localités de Matam. Puis dans le cadre de l'électricité à présent, dans le cadre de sa feuille de route pour l'accès universel à l'électricité, le directeur général de l'ASER, l'agence sénégalaise d'électrification rurale, vient d'électrifier le village de Diadel dans le département de Fatick. C'est un projet qui favorise le développement local inclusif. La réalisation a été fortement saluée par les populations bénéficiaires. Claire Diop. L'accueil réservé à la délégation en dit long sur l'impact du projet réalisé ici à Diadel. Nous sommes dans la commune de Thiaré-Ndialgui à Fatick. Dans la zone, l'accès universel à l'électricité est en passe de devenir réalité. L'ASER, agence sénégalaise d'électrification rurale, a initié un ambitieux projet de développement. Le directeur général de la structure a procédé à la mise en service du réseau d'électrification à Thiaré-Ndialgui. Sur les 30 villages que polarise la commune, les 26 sont déjà électrifiés. On est passé du stade de rêve, à une réalité. Non virtuelle, mais réelle et concrète. Cette manifestation de joie qui parcourt l'ensemble des couches de la population de Diadel et de notre contrée qui est Thiaré-Ndialgui ici, dénote particulièrement leur joie et leur satisfaction. 2012 à 2022, l'ASER et les autres programmes d'électrification rurale ont fait à Thiaré-Ndialgui 6 villages. C'est maintenant de 2022 à 2024 qu'on a eu le boom.
c'est-à-dire ASER a électrifié 6 villages. C'est ce qui nous a réunis aujourd'hui ici, la mise en service. Et il y a 3 autres villages aussi que ASER a pris en compte. L'électricité partout et pour tous pour un développement durable, une vision claire, une ambition affichée, objectif améliorer les conditions de vie des populations, notamment celles rurales. Nous voilà réunis ici à Djadjel, dans la commune de Thiaré-Ndialgui, pour procéder à l'inauguration de l'électrification de la localité de Djadjel, réalisée dans le cadre du projet alternatif KNFZ. Un projet qui nous a permis d'électrifier 50 villages dans les régions de Fatick et Kaolack, et particulièrement dans la région de Fatick et le département de Fatick où nous avons réalisé 15 villages. Ici dans la commune de Thiaré-Ndialgui, nous avons pu électrifier grâce à ce projet 6 localités. Des financements conséquents sont mobilisés pour la concrétisation du projet. Ce programme rentre en droite ligne avec l'ambition de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, fils du terroir, de réaliser l'accès universel à l'horizon 2025. Après avoir mis en œuvre le programme d'urgence d'électrification qui a permis de relever substantiellement le taux d'électrification de 24% en 2012 à plus de 60% en 2022, nous ambitionnons de réaliser l'accès universel à l'horizon 2025. En ce qui concerne les 4 villages de la commune non encore électrifiés, des instructions fermes sont données pour les prendre en charge. Globalement, ce projet d'urgence d'électrification concerne 50 villages dans les régions de Fatick et Kaolack. Voilà, merci beaucoup Claire Diop. Dans un instant, la rubrique découverte. Et ce matin, le grand format découverte s'intéresse au centre horticole professionnel de Cambérène. C'est un véritable creuset de savoir-faire et d'innovation dédié à cultiver l'excellence en matière de maraîchage, production d'arbres fruitiers et de plantes d'ornement. Ce centre se dresse comme un pilier de l'agriculture durable au Sénégal. Il est signé Moussa Mané. C'est sans doute les conditions écologiques favorables au développement de plusieurs espèces végétales qui ont guidé les autorités d'alors vers cette zone humide pour créer le centre de formation professionnelle horticole de Cambérène. Au fil des années, il a su trouver sa place dans cet écosystème. L'école a été créée en 1960 sous l'appellation de Centre horticole de Cambérène. En ce moment, l'école avait pour vocation de former des techniciens qui devaient se charger de l'aménagement, de l'entretien des jardins et des espaces verts au niveau de la région de Dakar. Mais en temps, il y a eu la réforme de 1975. En 1970, il y a aussi une autre réforme par décret présidentiel qui a donné le nom au Centre de formation professionnelle horticole, CFPH. Plusieurs disciplines sont enseignées dans ce centre. Il s'agit des techniques de maraîchage, l'arboriculture fruitière, la production de plantes d'ornement. Les élèves sont aussi initiés à la comptabilité, la gestion, l'entrepreneuriat agricole, entre autres. En plus de ces activités-là, nous faisons aussi de l'aménagement paysager. Apprendre à nos techniciens comment aménager un espace vert, comment aménager un jardin d'agrément, comment même aménager une pelouse gazonnée destinée au foot ou bien même aux hippodromes. Les apprenants sont pris donc à partir du niveau de la 4e et c'est sur concours qu'ils accèdent au centre. En plus du CAP, il y a le brevet du technicien. On y accède avec le BFM. Et quand on a le bac, on peut plutôt faire le brevet du technicien supérieur. La formation dure entre 2 et 3 ans, selon les niveaux. Quant au cours, il commence à 8 heures et vague à 16 heures. Considéré comme un incubateur, le centre allie la théorie à la pratique. Et ce matin, l'exercice pratique du jour se déroule dans le périmètre maraîcher de l'école. Les élèves de première année entretiennent les différentes spéculations qui sont à un stade avancé. On doit faire le nettoyage d'abord. On fait le piquetage. Après le piquetage, on mesure et on met du fumier, on arrose. Après les arrosages, on bêche, après on arrose. Après l'arrosage, on sort les lignes de semis.
après on sème. Les étudiants, à leur sortie, doivent être en mesure de maîtriser toutes les itinéraires techniques des spéculations. C'est eux qui vont faire la préparation du sol, qui vont installer les cultures et qui vont faire toutes les activités d'entretien jusqu'à la récolte. À côté du périmètre maraîcher, des espaces sont réservés à la production de plantes d'ornement. Ici, on cultive plusieurs espèces de palmiers et d'autres espèces qu'on retrouve dans des espaces publics. Un autre espace accueille les plantes fruitières. Le centre s'est aussi lancé dans la culture in vitro. Toutes ces plantes entretenues par des élèves sont destinées à la vente pour permettre au centre de générer des ressources. Avec la culture in vitro, à partir d'une plante, on peut avoir un millier de plants. Ça va permettre au centre de formation professionnelle horticole de se positionner en matière de production de plantes d'ornement d'une valeur ajoutée extrêmement élevée. À la fin de la formation, l'élève est capable d'en faire autant pour entreprendre ou s'insérer dans une structure. L'ambition de l'école aujourd'hui est de former des entrepreneurs agricoles, des diplômés capables de mener leurs propres exploitations. C'est dans ce cadre que la direction du centre a signé des conventions de partenariat avec un corps professoral composé de 3 ingénieurs agronomes. L'école est dans une phase de mutation, d'où l'arrivée d'autres spécialistes comme la pathologie végétale, l'entomologie agricole. Ceci pour répondre aux besoins de formation. Cependant, l'école a dépassé largement sa capacité d'accueil. Nous avons besoin de nouvelles constructions. S'il est possible vraiment d'avoir de nouvelles salles de classe encore plus modernes et plus spacieuses qui nous permettraient d'ailleurs d'augmenter le nombre d'apprenants que nous engageons. Le développement des nouvelles technologies a poussé la direction du centre vers des formations en ligne. L'objectif est de permettre aux sortants en activité de poursuivre leurs études jusqu'au niveau supérieur. Avec le savoir-faire des élèves, l'école compte sur d'autres partenariats pour accompagner les plans de reboisement dans les villes, surtout à Dakar. Voilà, merci beaucoup Moussa Mané, un bon savoir-faire agricole et synonyme d'un gage d'une santé animalière importante. Eh bien, nous parlons de l'élevage. La clôture de la campagne de vaccination du cheptel sera clôturée au plus tard le 31 mars 2024. Et cette année, les marchés hebdomadaires sont les cibles des médecins vétérinaires pour toucher au maximum le cheptel. À Tambacounda, Tchorodien a accompagné de futurs docteurs vétérinaires qui font du porte-à-porte afin de vacciner le bétail. Nous suivons son reportage. Hawa Tanjoura et Kanyonsi sont des étudiants en médecine vétérinaire. Ils ont été choisis par un cabinet privé pour effectuer la campagne de vaccination à Tambacounda. Pour toucher le maximum de la cible, l'équipe a opté de faire du porte-à-porte. Et je suis très content de la visite que vous avez effectuée à mon domicile. Et moi, je suis un grand éleveur. J'ai dû élever parce que depuis à l'âge de 12 ans, je suis dans l'élevage. Et chez moi aussi, j'ai des chèvres, j'ai des moutons. Et j'ai aussi des ânes, j'ai des chevaux. J'ai aussi des pigeons. Et j'ai même des colombes. J'ai tout un amalgame d'animaux et de volailles qui sont là. Mais en tout cas, le fait de se rapprocher des services de l'élevage, là, les techniciens en la matière, vraiment, ça nous réconforte beaucoup. Parce que on se déplace pour aller vers ces gens. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, les gens viennent jusqu'à chez nous. Bon, les pathologies ciblées, comme chaque année, sont 5. Il y a la peste des petits ruminants qui se fait au niveau des petits ruminants. Il y a la dermatose nodulaire contagieuse bovine ou PPCB qui se fait au niveau des bovins. Et il y a la DNCB, la dermatose nodulaire, et la péripneumonie contagieuse bovine qui se fait au niveau des bovins. Il y a les équins où on fait la peste équine et même la volaille où on fait la maladie de Newcastle. Donc ça fait en général 5 maladies sont priorisées par l'État pour la vaccination annuelle. Le département de Tambacounda compte 9 communes. La vaccination des petits ruminants est assurée dans les 6 communes par des médecins vétérinaires privés. Le reste par le service public. Ces techniciens ont l'obligation de se déplacer dans les lieux de commerce comme les marchés hebdomadaires pour vacciner et sensibiliser les éleveurs. On nous avait donné 7 jours de caravane de sensibilisation. Donc de Dialakoto à Makakolibantan, on l'a fait. À Koussanar, on l'a fait. Et dans la commune de Tamba même, on l'a fait. Mais vous conviendrez avec moi que la commune de Tamba, c'est surtout les quartiers périphériques qui disposent surtout d'animaux. Un quartier comme Sare-Guilé, on a été. Un quartier comme Djamweli, on a été. Un quartier comme Sare-Daga.
Derrière Gourel Djadje, on a été, et on a été même à Saré Moudou, aussi à hauteur du quartier Plateau. C'est les principaux vraiment quartiers qui disposent vraiment d'animaux à vacciner. Les équipes de vaccination font face à des réticences de la part des éleveurs, car ces derniers peinent encore à différencier la prévention du traitement de la pathologie. Ils vont à la pharmacie, ils achètent de l'Ivomec, ils achètent autre chose, ils traitent leurs animaux. Et après, si l'équipe de vaccination vient, on lui dit non, moi j'ai déjà vacciné. Je leur dis souvent que la vaccination, ça ne se vend pas. C'est au niveau du service de l'élevage. À Djamwele, le chef de quartier même, c'est ce qui est arrivé avec lui. Je suis parti là-bas, il m'a dit que non, l'équipe est venue ici, mais il a trouvé que j'ai vacciné hier. Non, j'ai acheté du DASO, c'est-à-dire des trypanocides que j'ai effectués. Non, attends, je vais appeler le privé, ils reviennent vous vacciner. Ça, ce n'est pas une vaccination, c'est un traitement. L'année dernière, 108 000 bêtes ont été vaccinées. Pour cette campagne, l'objectif visé est 136 000 bêtes. Le Sénégal veut éradiquer la peste des petits ruminants d'ici 2030. L'Organisation mondiale de la santé animale a mis un plan pour l'éradication de la maladie d'ici 2030. Il faut savoir que la peste des petits ruminants est caractérisée par une morbidité et une mortalité très élevée. Il en a en même temps des conséquences graves sur le plan économique. Il faut savoir que les sujets infectés présentent des signes comme des diarrhées, des toux et de la lésion buccale. Ça provoque aussi la mort. Ça provoque aussi souvent la mort. Bon, notre seul objectif est d'éradiquer la peste d'ici 2030. Il y a d'autres maladies parallèles qui ne sont pas de vaccination obligatoire. Ça dépend de l'éleveur. Si ça l'intéresse, il va acheter son produit pour vacciner. Si ça ne l'intéresse pas, il laisse tomber. Mais actuellement, vraiment, pour la campagne de vaccination, la peste des petits ruminants, ça fait des ravages, effectivement. Mais aussi, il y a la pastérellose ovine qui fait aussi des dégâts au niveau des éleveurs, surtout en période de fraîcheur, avec le vent, avec la fraîcheur et tout. Aussi, ça entraîne, en tout cas, c'est des facteurs favorisants de la maladie. Les équipes de vaccination du privé comme du public continuent d'effectuer le déplacement dans les coins les plus reculés de la région de Tambacounda pour protéger le cheptel. Elle exhorte les éleveurs à se rapprocher des services techniques de l'élevage pour avoir la bonne information. Voilà, la bonne information avec la vaccination du cheptel qui garantit l'envol du bétail. Et toujours dans le domaine du bétail, ils vont s'envoler pour plus de 500 km de Bakel à Dakar. Je vous invite à la découverte de ce que c'est plus qu'un jeu atypique. Il s'agit du championnat de colombophilie. Ces pigeons, plus de 1000 qui vont à la conquête du trône le 2 mars prochain. Et je vous le dis, de Bakel à Dakar comme destination, sur une distance de 500 km, Mamadou Sakene a assisté au lâcher. Nous suivons son reportage. Plus qu'un simple spectacle, ces pigeons voyageurs se livrent à une rude compétition. Depuis 2008, le Sénégal organise un championnat de colombophilie. Le 2 mars prochain, ils seront environ 1000 concurrents en lice. Ils partiront de Bakel pour traverser le pays sur une distance de plus de 500 km. La participation est basée sur des critères de sélection très rigoureux. Il faut que ce soit déjà un pigeon léger, qu'il y ait une bonne musculature, un bon plumage. Après, il y a d'autres critères qui sont sélectionnés en fonction de l'arbre généalogique qu'on appelle le pédigré du pigeon voyageur. Après sélection, chaque pigeon est doté d'une bague servant d'identifiant. Une fois que le pigeon est lâché, dès qu'il rentre, il y a différents moyens de constatation. Il y a la constatation électronique. Lorsque le pigeon a une bague magnétique, dès qu'il rentre, il pose sa patte au niveau d'une plaquette et il est enregistré automatiquement. Il y a une constatation qu'on appelle une constatation manuelle. Lorsque le pigeon arrive, l'amateur saisit le pigeon, il lit le code. Il n'a pas conscience du code. Le code est inscrit lors de l'enlogement. Donc le code est connu que par les juges et les membres du jury. Donc il prend le code qu'il met dans une application qu'on a développée en mettant le nom de son loft, c'est-à-dire le nom de son pigeonnier et le numéro de code. Ainsi, on a l'heure exacte de l'arrivée du pigeon. Les entraînements et les petits soins constituent des piliers importants pour l'épreuve. Quant à l'alimentation, elle joue un rôle prépondérant. En plus de cela,
Les pigeons doivent affronter des facteurs naturels. Lorsque le temps est nuageux, lorsqu'il y a une forte chaleur, lorsqu'il y a la pluie, lorsque j'ai évoqué tout à l'heure des tremblements de terre, les pigeons s'égarent ou bien ont des difficultés énormes à rentrer. Du coup, on constate que la vitesse est basse. L'autre ennemi aussi, il y a des rapaces. Des faucons, par exemple, qui s'attaquent aux pigeons parce qu'après avoir fourni beaucoup d'efforts, le pigeon s'affaiblit. Guidés par leur seul instinct, ils devront surmonter ces obstacles pour triompher. En principe, le vainqueur devrait faire 8 heures de vol entre Bakel et Dakar. Voilà, Bakel, la belle région de Mamadou Sakine qui a assisté au lâcher ce matin. Voilà, merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de coordination qui l'a préparé ce matin. Et dans quelques instants, Philomène Constance Diagne sera là pour la version Wolof. Merci.